Je crois aux rencontres plurielles, aux rencontres antidogmatiques et à toutes les paroles qui peuvent casser la schizophrénie dans laquelle le fétichisme de la marchandise nous enferme. Les trotskos parlent aux trotskos, les libéraux parlent aux libéraux, les centristes parlent aux centristes. Chacun est dans une case pathologique où le capital l'a placé, et à partir de là, on est dans une stérilité infinie. Donc je suis très content de rencontrer des gens avec qui je vais probablement avoir des terrains d'accord, d'autres avec qui je n'aurai probablement pas de terrain d'accord, mais c'est ça l'avancée de la conscience et c'est ça l'avancée du comprendre. Dans cette vidéo, nous allons donc sortir de la stérilité et faire avancer la conscience et le comprendre en mettant en parallèle ou en opposant le marxisme, restitué par Francis Cousin, et la théorie de la cité ou civisme de Philippe Landeux, votre serviteur. Le démos, qu'est-ce que c'est? C'est une unité territoriale de valeurs appropriatives où la marchandise, la pré-marchandise vont circuler. Donc quand on vous parle de démocratie, et c'est pour ça que Marx, dans ses textes les plus critiques, disait « à bas la démocratie », parce que la démocratie, c'est l'entité territoriale des aliénations du capital en mouvement. Le démos, c'est pas un territoire neutre. Le démos, c'est le territoire où circule l'homme aliéné par des valeurs d'appropriation. La démocratie est une vue de l'esprit dans un système monétaire, inégalitaire par nature et oligarchique par définition. L'homme fabrique, l'homme produit, l'homme échange. À moins de croire qu'il puisse ne plus fabriquer, qu'il retombe donc au niveau du singe, force est d'admettre qu'il continuera à échanger. L'échange se fait actuellement sur le mode du troc. Il repose sur la notion de valeur marchande. Tout peut avoir une valeur, tout peut devenir et devient une marchandise. D'où le concept de fétichisme de la marchandise, qui n'est qu'une conséquence de ce que le civisme appelle l'argent, c'est-à-dire la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Le problème, ce n'est pas le fait de produire, mais d'échanger sur le mode du troc, qui débouche sur la monnaie, et de ne pas concevoir un autre mode d'échange. Marx rejette tout, parce qu'il mélange tout, et valide les impostures capitalistes, au lieu de séparer le bon grain de l'ivraie. Si produire et avoir une maison est d'essence capitaliste, alors rejeter le capitalisme consiste à retourner vivre dans les bois. Vision éthérée de l'homme, conception paresseuse, anti-historique, absurde et impraticable, qui est pourtant celle du communisme originel, lequel croit en imposer avec de la technicité et de la virtuosité oratoire. Et à partir du moment où le démos est né, il a fallu faire naître l'oikia, c'est-à-dire la maisonnée propriétarienne, l'économie. Dans la communauté organique, il n'y a pas d'économie parce qu'il n'y a pas de séparation. L'homme produit sa jouissance immanente, la chasse, la pêche, la peinture, tout est à la fois joie, production et érotisme. Quand l'Indien va tuer le bison, quand il caresse sa compagne ou quand il ramasse une fleur, c'est la même chose, ce ne sont pas des champs séparés. C'est le vivre immanent dans sa totalité cosmique. Marx ne cessera de répéter que le communisme n'est rien d'autre que le mouvement réel des luttes, des désirs qui nous traversent de part en part pour retrouver la communauté. L'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Cette croyance vient du troc, échange entre individus, qui consiste à mettre des objets en équivalence. Elle accouche de la monnaie et est inculquée, cette croyance, par la pratique de l'échange monétaire. On doit souligner l'importance du concept de fétichisme de la marchandise, parce que le fétichisme de la marchandise, c'est justement cette structuration d'aliénation universelle qui nous enveloppe, qui nous mange, qui nous dévore. Elle chosifie la nature et elle naturalise les choses. Tout se met en mouvement d'inversion et le fétichisme de la marchandise éternise les catégories économiques du capital qui sont des catégories transitoires. Quand nous prenons l'histoire de l'humanité à travers ces fameuses communautés de l'être qui pendant des millénaires ont été le rythme de l'histoire humaine. Je vous rappelle qu'au XXe siècle, il y avait encore des communautés primordiales en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire des communautés qui n'avaient pas encore été détruites par la civilisation du capital et qui vivaient comme les Celtes, les Germains et les Italiques qui avaient vécu des millénaires et des millénaires avant la civilisation. Oui, mais... Quand l'histoire a balayé quelque chose, elle ne repasse pas les plats, c'est fini. C'est fini. On n'y reviendra plus, qu'on se le dise. Donc, Marx, aux antipodes des écoles socialistes doctrinaires, pose
ce jalon d'histoire, ce jalon de réalité sur l'arc historique des communautés réelles. Qu'est-ce que le communisme? C'est la tripe de l'homme qui veut être un homme, en communauté d'amour avec les autres, en communauté d'harmonie avec la nature et où rien n'est séparé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avant-marchandise puisque le capitalisme a totalement bouffé son antériorité. Il n'y a donc plus de gauche, il n'y a donc plus de droite, il n'y a plus que des écuries électorales puisque tout le monde est dans la religion monothéiste du profit universel. C'est-à-dire de l'argent. La grande idée qui exprime justement ce mouvement réel, c'est l'automouvement. Marx dit à Blanqui, toute chefferie est inutile, toute chefferie est contre-révolutionnaire, l'automouvement du prolétariat produira son émancipation quand les conditions objectives de la crise du capital auront atteint le point où le capital s'invalidera lui-même. C'est vrai, la révolution ne viendra qu'à son heure. Mais les hommes doivent bien faire quelque chose en attendant, et ils auront aussi leur rôle à jouer le moment venu. Ce n'est pas parce que l'on ne peut pas tout faire que l'on ne doit rien faire. S'il est vrai que la révolution ne pourra avoir lieu que quand les conditions seront réunies, quand l'argent au fait de sa puissance ne pourra plus que chuter, le concept d'automouvement du prolétariat réduit la révolution à une opération du Saint-Esprit. Par ailleurs, en inventant la fable d'un génie collectif du prolétariat, en prétendant que les prolétaires ne peuvent être géniaux qu'en masse, le marxisme excommunie d'avance tout individu réellement issu du prolétariat qui exprimerait des idées géniales et révolutionnaires contredisant la doctrine. Comme si les prolétaires ne devaient et ne pouvaient être rien d'autre qu'un troupeau dont des bourgeois rouges devraient seuls être les bergers. Souvenez-vous de Kronstadt. Proudhon veut une autre marchandise. Proudhon veut un autre argent. Proudhon veut une banque prolétarienne. Proudhon reprend toutes les catégories du capital, mais il les reprend pour, dans le mutualisme justicialiste, les équilibrer. Et Marx dit c'est une imposture, on n'équilibre pas les aliénations, on les liquide. C'est fou le nombre de rebelles qui proposent d'annihiler les effets de la monnaie parce qu'ils n'ont pas le courage intellectuel de remettre en cause son existence même. Il ne faut pas chercher en vain à résoudre les problèmes monétaires, mais comprendre comment une société peut et doit fonctionner sans monnaie. Arrêtons de tourner autour du pot. Le système monétaire est un Monopoly grandeur nature. Et au Monopoly, c'est toujours la banque qui gagne. Vous voulez arrêter de perdre? Cassez la matrice. Il n'y a jamais eu en Russie la moindre once de communisme, c'était du capitalisme d'État absolu à l'État pur. Même problème pour les luttes de libération nationale, le conflit Rosa Luxembourg-Lénine. Rosa Luxembourg dit abat toutes les luttes de libération nationale. Une lutte de libération nationale, c'est une lutte par laquelle le prolétariat, au lieu d'être exploité par une grande métropole, est exploité par une classe capitaliste locale. Pour faire la révolution demain, il faut sauver la France aujourd'hui. L'émancipation de l'humanité, c'est contre tous les États. Francis Cousin mélange ici les notions d'État, avec un grand E, et d'État, c'est-à-dire l'organe administratif central, et la notion même de société, de pays, de nation, car au final, il rejette en effet toutes ces notions au nom d'une vision mondialiste dont nous verrons plus loin la raison. Et profitons-en pour remarquer que jamais Francis Cousin n'utilisera le mot droit, notion liée à celle de société, qu'il rejette, ce qui est cohérent en soi, mais amène à se demander pourquoi les hommes doivent faire la révolution. En fait, il substitue à la notion de droit, qui mérite certes d'être approfondie, celle de jouissance immanente, on ne peut plus fumeuse. L'émancipation de l'humanité, c'est contre tous les États. Et les groupes radicaux qui ont après été, j'en parlerai tout à l'heure, dans la mouvance situationniste, n'ont pas cessé dans les années 60 de dénoncer les luttes de libération nationale, qui étaient une imposture gigantesque. Je suis au turbin, le colonialiste s'en va, et c'est Toto qui prend sa place. Ça change quoi? Ça ne change rien dans ma vie quotidienne d'exploité. Être exploité en francs ou en euros, par un patron ou par l'État, par un Français ou par un étranger, le travailleur ne gagne rien au change, c'est toujours de l'exploitation. L'argent est individualiste et inégalitaire. La révolution sera égalitaire et patriotique. Tout le contraire. La révolution qui anéantira l'argent a besoin d'un levier, la nation. Renoncer à la nation, c'est ôter tout moyen aux révolutionnaires et faire le jeu du capitalo-mondialisme. Le capitalisme détruit la nation parce qu'il n'en a plus besoin. Les patriotes doivent la défendre pour détruire le capitalisme, c'est-à-dire l'argent.
La véritable unité n'est pas réalisée aujourd'hui au niveau des nations telles qu'elles existent, à cause de l'argent. Mais elle ne peut se réaliser qu'à leur niveau. En deçà, ce n'est plus viable, pour des raisons technologiques. Au-delà, il n'y a rien. La défense de la patrie passe par la lutte pour l'égalité bien comprise, c'est-à-dire contre l'argent, matérialiste, individualiste et inégalitaire. Les textes radicaux existent depuis toujours et tout a été dit. Le marxisme est une pensée du XIXe siècle, fatalement marquée par les limites de son siècle. Malgré ses qualités, il n'a donné lieu qu'à des désastres, soit parce que personne ne l'a compris, il n'est donc pas clair, soit parce qu'il comporte des failles, il doit donc être révisé et non sacralisé. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Les gens me disent, alors vous allez écrire autre chose? Non, je ne veux pas écrire, je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune création personnelle, je n'ai aucune intelligence personnelle. Ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Ça vient d'une histoire que je transmets à travers des luttes pratiques, à travers des auteurs théoriques. Je n'ai aucune originalité. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de ne pas m'applaudir. Ce que je vous dis là, c'est la transmission de luttes qui, depuis des siècles et des siècles, ont théorisé des banalités, mais des banalités que tout le monde a oubliées. Donc pendant des millénaires, nous avons vécu dans des communautés du non divisé, du non scindé, du non clivé. Et effectivement, depuis la révolution néolithique, nous sommes rentrés progressivement dans quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça l'aliénation. L'aliénation, alienus, nous sommes autres que nous-mêmes. L'homme est aliéné parce qu'il est autre que lui-même. Et il y a une dimension supérieure avec le devenir du capital, c'est que cette aliénation prend une forme supérieure par le fétichisme de la marchandise et elle aboutit à la chosification, à la réification. L'aliénation capitaliste tient à la nature de l'argent, qui est une croyance. La croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. L'argent est dans nos têtes. Il est aliénatoire par nature. Dans toutes les sociétés de pouvoir et de despotisme, sous toutes les latitudes, les hommes sont aliénés parce qu'il y a l'État, parce qu'il y a l'oppression, parce qu'il y a l'économie, et qu'ils sont obligés de vivre autre chose que ce qu'ils devraient vivre selon leur tripale cosmique. Mais leur aliénation est encore limitée parce qu'ils ont encore un rapport de naturalité à la naturalité et d'humanité à l'humanité. Ce que Marx a montré, c'est que par le fétichisme de la marchandise, on rentre dans une horreur absolue qui est celle de la réification et de la chosification. Fut un temps où la monnaie, donc l'argent, n'occupait pas la place qu'elle tient aujourd'hui, où tout esprit communautaire n'était pas encore laminé, où les hommes subvenaient en partie à leurs besoins. Ce temps est révolu. De nos jours, la monnaie est le premier besoin, car c'est un besoin vital pour tous de pouvoir accéder au marché. Et ce faisant, l'argent règne. Et là, je fais une parenthèse, Marx n'a pas écrit pour le 19e siècle, Marx n'a pas écrit pour le 20e siècle, Marx a écrit pour le 21e siècle, parce que Marx a mis au jour deux concepts décisifs, il a mis à jour deux concepts décisifs sur lesquels je vais m'étendre un tout petit peu, parce qu'ils sont décisifs justement pour comprendre le fétichisme de la marchandise, c'est la domination réelle et la domination formelle. Le capital n'a pas dominé le monde de la même manière durant toute sa temporalité historique. Il y a eu une période de domination formelle où le capital, comme le nom l'indique, ne dominait encore que formellement l'histoire et la société parce qu'il s'appuyait sur son antécédence. Les révolutions capitalistes émergent au XIIIe, XIVe siècle en Italie et le capital prend sa croissance jusqu'à arriver à l'apothéose démocratique du despotisme de l'argent tel qu'on le vit aujourd'hui. Il a fallu plusieurs siècles. Et il y a donc deux phases, une phase de domination formelle, le capital qui émerge après la révolution néolithique dans des formes totalement préfiguratives antécédentes, le vrai capital qui émerge au XIIIe siècle, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, on est en domination formelle. Le capital s'appuie sur son antécédence, c'est-à-dire qu'il est obligé de composer avec le mode de production issu des sociétés d'Ancien Régime. Il est en train de le liquider, mais il le liquide en le liquéfiant. Et c'est seulement à partir de la guerre de 14 que le mode de production capitaliste devient lui-même. C'est pour ça que tous ces concepts publicitaires, modernité, post-modernité, etc. sont complètement inopérants. Il n'y a qu'un seul concept pour expliquer l'horreur contemporaine, c'est la domination réelle. Qu'est-ce que la domination réelle? C'est le moment où la marchandise s'est fait religion du monde et où elle a balayé toutes les antériorités. Quel que soit le régime politico-économique,
quelle que soit la place de l'argent, qu'il soit triomphant ou comprimé, il n'en est pas moins présent et à l'œuvre, pour tout ramener progressivement à lui, jusqu'au moment où il y parvient. La PMA et la GPA, ce ne sont pas des accidents de l'histoire. C'est la réalité du capital en mouvement, car comme l'a dit Pierre Berger, si les ouvrières vendent leurs mains, elles doivent vendre leurs ovaires. Critiquer l'ordre actuel des choses, sans dénoncer l'argent, c'est parler pour ne rien dire. C'est pas un accident de parcours. Et tous ceux qui protestent contre la PMA et la GPA dans le cadre du système, en disant « Oh, on voudrait un capitalisme éthique ». Je me rappelle, puisque j'habite Paris, je voyais au moment de la manifestation contre le mariage pour tous, toute une série de familles traditionnelles, mi-UMP, mi-libérales, etc. Elles étaient très contentes, leur fils faisait une école de commerce, leur fille allait faire un très bon cabinet d'avocats, mais elles étaient contre de la PMA. Je leur ai dit, vous n'avez rien compris. Si vous voulez l'argent, vous aurez la PMA. Si vous êtes contre la PMA, il n'y a qu'un combat, c'est l'abolition de l'argent. Quiconque voit l'ennemi ailleurs que dans l'argent est son complice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est une structure de domination totalitaire. Nous ne le possédons jamais, c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous digère. Dès lors qu'il y a de l'argent, l'argent c'est l'incontrôlabilité en mouvement. Francis Cousin dénonce ici l'argent au sens courant, alors qu'il parle généralement de fétichisme de la marchandise, concept flou et maladroit qui l'oblige à jongler. En fait, il lui manque le concept de l'argent avec une majuscule, propre au civisme, qu'il n'aura donc jamais, puisqu'on ne le trouve pas chez Marx, qui, selon lui, a tout dit et auquel il n'y a rien à ajouter. Que je sois trotskiste ou que je sois fasciste, je suis dans le même mythe. Je veux une banque d'État populaire qui va contrôler l'usure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout système a deux types d'alliés. Ceux qui le soutiennent ouvertement, ceux qui ne le menacent pas fondamentalement. Ne pas voir dans l'argent le moteur essentiel de la force des choses et dans son anéantissement la première condition de la révolution est la faiblesse ordinaire des hommes. Vu d'ensemble, tout n'est finalement qu'une lutte, plus ou moins consciente, plus ou moins maladroite, pour ou contre l'argent. Toute autre politique, toute autre économie, pour contrôler l'argent, pour contrôler les dévastations de l'argent, est une imposture. C'est ça que nous apprend le fétichisme de la marchandise comme concept radical d'insurrection absolue. Toute doctrine politique qui ne remet pas en cause le système monétaire est intrinsèquement capitaliste. Quiconque y adhère finit par devenir l'allié objectif ou l'idiot utile du capitalisme. Quand Marx dit que par le fétichisme de la marchandise, l'argent s'est éternisé dans nos têtes, dans nos sensations et dans nos émotions. Forcément, l'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Il est dans nos têtes, par définition. Mais c'est vrai, quand vous avez une discussion avec quelqu'un et que vous lui parlez de toute cette perspective, il vous dit c'est de l'utopie. Or l'utopie, c'est l'inverse. L'utopie, c'est de croire qu'il pourrait y avoir des politiques et des économies qui contrôlent l'argent pour en quelque sorte faire ce que voulait Proudhon, c'est-à-dire un argent rééquilibré. Tout le monde est proudhoniste. L'utopie, ce n'est pas de s'attaquer à l'argent pour changer le monde, c'est de croire que l'on peut changer le monde sans s'attaquer à l'argent. La liquidation sociale abolit le salariat, elle abolit l'État. Elle ne crée pas un nouveau salariat, un nouvel État et une nouvelle dynamique économique ou une nouvelle dynamique boursière ou bancaire. Si on le laisse faire, l'argent détruira tout au profit de personne. Nous n'aurons jamais de vie humaine si l'argent, l'État et le fétichisme de la marchandise continuent à fonctionner. C'est très clair, c'est très net. Et à partir de là, toutes les luttes qui ont lieu sur un autre terrain sont des luttes illusoires qui n'aboutiront qu'à la recomposition de l'esclavage. Qui ne se bat pas pour anéantir l'argent et la monnaie au nom de la patrie et de l'égalité est un contre-révolutionnaire. Qui ne se bat pas pour l'égalité bien comprise défend l'argent en dernière analyse. Le capital a eu besoin d'une politique dans sa phase de domination formelle pour progressivement établir l'état absolu de la marchandise contemporaine en domination réelle. Et en domination réelle, l'État n'a plus besoin de la politique, il la liquide. La religion de la marchandise est tellement forte qu'elle tient la société toute seule, il n'y a plus besoin de politique. Les lois de l'argent sont supérieures à toutes celles que les hommes adoptent,
puisqu'il n'a d'existence que grâce à eux, et n'existe que parce qu'ils se soumettent à lui. Pourquoi il y avait de la politique dans les temps anciens? Parce qu'il fallait une unité supérieure de synthèse, parce que la société ne tenait pas toute seule. Quand la monnaie existe, la citoyenneté, l'égalité, la société, la démocratie, etc. n'existent plus. On n'est pas dans un système où les citoyens remplissent des devoirs envers la cité qui, en retour, garantit à tous les droits du citoyen, mais dans un système monétaire où chacun est livré à lui-même pour avoir des droits, sous le regard d'une société qui se contente de couvrir ce qui est fait pour éviter de sombrer dans la guerre ouverte de tous contre tous. La politique faisait tenir un corps d'aliénation économique éclaté qui n'avait pas en lui le substrat de sa maintenance autonome. À partir du moment où la religion de la marchandise est devenue le tout du monde, qu'elle a tout absorbé et tout mangé, il n'y a plus besoin de politique. Donc, le débat ne porte pas à savoir si nous allons restaurer la politique. Elle est morte et définitivement morte. C'est la religion de la marchandise qui fait le tout du monde. L'argent détruira tout, mais faut-il le laisser tout détruire? Faut-il faire son jeu au lieu de faire le nôtre? Ce que l'on appelle l'Europe, c'est un territoire qui est cadastré depuis le temps de Monet pour systématiquement, dans la longue durée, être détruit en matière agricole, en matière industrielle. Des pays monétaires et inégalitaires ne peuvent constituer qu'une Europe capitaliste et antidémocratique. La guerre ne peut plus se faire sous des formes militaires. Mitterrand avait dit en 1995 « Nous sommes en guerre avec l'Amérique » et les gens ne le savent pas. On ne nous bombarde plus. On dissout industriellement et commercialement par des structures qui font l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Alors dans ce cadre-là, le TAFTA, c'est normal. Et le TAFTA, il aura lieu sous ce nom-là ou sous un autre. Parce que la marche du capital est inexorable. C'est pareil pour les nations. Le capital a créé l'État-nation en domination formelle parce qu'il avait besoin, pour détruire les pays ancestraux, de se créer un marché national. Ça, c'était la phase archaïque du capital. C'était la phase de la domination formelle. La domination réelle, elle passe à une étape supérieure, le cosmopolitisme de la marchandise. Le cosmopolitisme de la marchandise. Ne serait-il pas plus clair et plus pertinent de parler de domination mondiale de l'argent? Et pourquoi l'argent domine-t-il le monde aujourd'hui? Parce que c'est une croyance universelle, partagée par tous les hommes, et dont l'empire est naturellement le monde. La domination réelle, elle passe à une étape supérieure, le cosmopolitisme de la marchandise a besoin de détruire les nations. Encore une fois, faut-il laisser l'argent tout détruire? On ne peut pas à la fois être contre l'argent et lui donner la main. Et de la même manière que la nation a détruit les pays, le cosmopolitisme de la marchandise va détruire les nations. Les nations sont mortes. Alors je vous expliquerai qu'il y a d'autres moyens de se battre. Et quels moyens? On ne saura jamais. Mais il faut comprendre que l'histoire est une logique de force productive déterministe inévitable. Il n'y a jamais de restauration. Quand Louis XVIII a restauré la monarchie, il n'a pas du tout restauré la monarchie. Il a continué la politique du directoire et de l'empire dans des formes nouvelles en l'appelant monarchie. Ceux qui focalisent sur la question de république ou de monarchie ne comprennent décidément rien, non seulement à l'histoire et à ce qu'ils ont sous les yeux, mais encore et surtout aux grandes forces qui dirigent ce monde et qui se foutent royalement, c'est le cas de le dire, du nom que se donnent, pour faire bien, les régimes qui les servent. Mais on ne peut jamais restaurer ce qui est mort. Et ce que nous ont appris Hegel et Marx, c'est que ce qui est mort est mort. Tous ceux qui veulent restaurer ne font que de la restauration caricaturale. Quand l'histoire a balayé quelque chose, elle ne repasse pas les plats, c'est fini. Il se crée quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure à ce que j'appelle la vraie critique radicale. Pour s'opposer radicalement à la marchandise et au despotisme de l'argent, il ne faut pas s'accrocher à des formes vétustes, liquidées, qui ne reviendront pas. Il faut envisager des formes futuristes et radicales. Le système monétaire est individualiste. Il n'y a ni société, ni nation, ni citoyen, ni devoir, ni démocratie sous l'argent. Le but est donc moins d'y revenir que de donner enfin du sens à ces concepts, et non de les rejeter parce qu'ils sont dévoyés par le capitalisme. Il ne peut pas y avoir de journal propre ou de médias corrects. Le média, parce qu'il est média, c'est-à-dire médiation, est une aliénation du fétichisme de la marchandise.
Dans la communauté organique, il n'y a pas de journalisme. On est dans la respiration en temps réel de l'immédiateté, du jouir, de nos besoins et de nos satisfactions. Il n'y a rien à annoncer. Il y a à annoncer par le médiatisme lorsque l'homme est coupé de lui-même et qu'il rentre dans une structuration sociale imaginaire et onirique où il est déplacé hors de lui-même. Dans le communisme de demain, il n'y aura pas de journalisme parce qu'il n'y aura rien à annoncer. Les chasseurs-cueilleurs paumés dans la brousse, c'est fini. L'histoire ne repasse pas les plats. Des communautés de millions d'âmes sont nécessairement organisées, politiquement, économiquement, etc. Et il s'y passe des choses à annoncer. Donc nécessité et existence de médias. Donc, il faut faire, mais la seule chose qu'il faille faire, c'est la diffusion radicale de la pensée critique qui nous vient de la Première Internationale et qui a épousé toutes les luttes paysannes d'avant et toutes les luttes prolétariennes d'après, ces critiques de l'économie politique. Qui a abouti à quoi par le passé ? Faut-il croire sans discussion que le marxisme produira de meilleurs résultats demain ? Pour ma part, je suis persuadé que malgré des analyses judicieuses sur de nombreux points, il n'a aucune vision d'avenir et contient les failles qui expliquent ses échecs systématiques. Un dissident conteste ou critique, un révolutionnaire construit. Tous les auteurs ont écrit des économies politiques nouvelles. Marx a écrit une critique de l'économie politique. Donc ça va péter. Ça va péter parce que la crise aujourd'hui est à son point supérieur. Pendant 20 ans, avec des débauches de crédit hallucinatoires et chimériques, on a fait comme si on avait résolu le problème de la saturation des marchés. Aujourd'hui, on a le retour en coup de boomerang de milliards de dollars factices qui, par le monde, sont en train de circuler. Et là, c'est important, c'est pas les banquiers qui font circuler, c'est la baisse du taux de profit. Il n'y a pas une crise parce que les banquiers spéculent. La spéculation des banquiers n'est qu'un effet de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés. Il y a un lien entre le mode d'échange, les biens échangés, les biens produits et le mode de production. Le mode de production a changé radicalement, irrévocablement, mais pas le mode d'échange. Voilà le fond du problème. La contradiction du système monétaire. La monnaie repose sur la notion de valeur marchande qui vient du troc et du monde artisanal où la production est faible. Elle est relativement adaptée à ce monde, car de par le jeu des valeurs, la demande globale est toujours faible dans un système monétaire. Mais quand la production passe du monde artisanal au mode industriel, quand la production explose alors que le pouvoir d'achat global reste faible, il n'y a plus assez de clients en interne à l'instant T. Tous les artifices imaginés pour en trouver, ou en fabriquer, des clients, sont désastreux à long terme. C'est la contradiction mortelle et la limite du système monétaire. Il n'a qu'une façon de la surmonter, c'est d'adopter un mode d'échange autre que la monnaie, adapté au mode de production. Mais demain, quand ça va péter, il faut qu'il y ait eu un maximum de tracts, un maximum de réunions, un maximum de rencontres entre des gens qui disent à bas le salariat, à bas l'État, à bas tous les partis, à bas la droite, à bas la gauche, à bas l'État, vive la communauté humaine, vive le retrouvé humain d'une communauté sans argent et sans État. Et concrètement, on fait quoi ? Parce que demain, et ça c'est une phrase décisive d'Engels dans l'introduction des luttes de classe en France, demain notre ennemi, ce sera la démocratie pure. Ce sera la démocratie pure de tous les partis de la réaction capitaliste qui voudront nous remettre dans le circuit de l'économie et de la politique. Le marxisme ne voit pas au-delà du capitalisme et de sa novlangue, auquel il n'a plus qu'à opposer des sophismes et des chimères. Quand on rejette la démocratie sous prétexte que le régime actuel est faussement démocratique, on se bat pour quoi exactement ? Pour un système qui ouvertement ne serait pas démocratique ? Dans ce cas, pourquoi rejeter le système actuel ? La vérité des uns vaut bien le mensonge des autres. La démocratie est un système politique dans lequel le peuple est réellement souverain, c'est-à-dire que les lois et toutes les décisions prises au nom du peuple sont effectivement approuvées et validées par le peuple lui-même. Donc à bas l'économie, à bas la politique, et à partir de là, diffusons, rencontrons, agissons pour produire des jalons de conscience, mais pas qui courent après. Les révolutionnaires auront moins à créer les conditions de la révolution qu'à saisir l'occasion qui ne manquera pas de se présenter. Ils auront moins à renverser l'argent qu'à lui donner le coup de grâce. La révolution consacrera le principe que des citoyens doivent être égaux en devoir, dont celui de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation, et en droit, dont celui d'accéder librement au marché, du fait même qu'ils soient citoyens. Ce droit étant donc conféré par la citoyenneté, et non plus par quelque unité que ce soit. Aussi consistera-t-elle, la révolution, à doter les citoyens d'une carte à puce
leur permettant d'attester leur citoyenneté auprès des commerçants, seule condition pour qu'ils accèdent librement au marché, dans la mesure du possible et des lois. La société de demain s'appuiera à sa manière sur la technologie d'aujourd'hui. Elle sera une évolution positive du système actuel. Elle ne consistera pas en un retour en arrière impossible ou désastreux. Passer par là où nous sommes déjà passés ne peut que ramener au point où nous sommes déjà arrivés. Il n'y a pas de révolution, pas de table rase. Il ne peut y avoir que des évolutions révolutionnaires. Moi, je sais bien qu'il y en a parmi vous qui sont encore ce que j'appelle des nostalgistes. Ils croient que la nation va revenir, qu'on va pouvoir rétablir la politique, qu'on va pouvoir revenir en arrière. Non, 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 non. Louis XVIII. La restauration, c'est toujours une caricature. Donc si nous voulons nous battre contre le mode de production capitaliste mondial... Se battre contre le mode de production capitaliste mondial, qu'est-ce à dire? S'agit-il de sortir du salariat, d'arrêter la course au profit, de remettre en cause l'industrialisation? S'il s'agit de sortir du salariat, c'est-à-dire d'un système où les droits passent par la monnaie qui sert davantage à dépouiller les travailleurs qu'à leur garantir les droits du citoyen, d'accord. Mais dans ce cas, c'est l'argent, clé de voûte du mode d'échange actuel, qu'il faut dénoncer, et non le mode de production. Même réflexion pour la course au profit. Mais si l'expression mode de production capitaliste désigne l'industrialisation, cela n'a aucun sens, puisque la production industrielle est le fait de l'évolution technologique, et que sauf cataclysme, nous ne reviendrons pas à l'artisanat comme mode général de production. L'histoire ne repasse pas les plats. Ainsi, contrairement au civisme qui n'a que l'argent dans son viseur, et l'égalité comme but, le marxisme change de cible en permanence, comme s'il ne savait pas vraiment ce qu'il veut, et ce qu'il faut faire. Donc si nous voulons nous battre contre le mode de production capitaliste mondial, il ne faut pas lui courir derrière pour essayer de restaurer ce qu'il a liquidé. C'est fini, ce qu'il a liquidé ne revient jamais. Il faut se battre devant en mettant en marge d'une vraie frontière de classe entre le prolétariat et la classe capitaliste. Ah, je croyais que le combat était contre l'argent pour l'abolition des classes. Du moins le civisme prône-t-il l'égalité et la constitution d'une seule classe, celle des citoyens. Mais quand on enterre les idées de société et de nation, tout est dit ici. La prochaine révolution aura pour but d'anéantir l'argent au nom de l'égalité et de la patrie, c'est-à-dire de la nation. Définition de l'égalité: égalité des citoyens en devoir et en droit, en devoir notamment de participer à la vie de la cité selon ce qu'elle considère comme une participation, en droit notamment d'accéder librement au marché, du fait même qu'il soit citoyen. Le prolétariat se bat pour s'insurger et s'autosupprimer. Nous sommes tous ici des prolétaires, condamnés, quel que soit notre niveau de revenu, à vendre notre force de travail, notre force de création, notre force de jouissance, tous les jours, dans un crétinisme narcissique, médiatique, débile, dans des joies factices, dans des reconnaissances pathogènes. Cette vie de merde, nous ne la voulons plus parce que nous n'avons qu'une existence. Donc si nous n'avons qu'une existence, battons-nous pour produire des jalons de conscience qui préfigurent la grande fracture qui arrive. La grande fracture bancaire mondiale où toutes les fictivités de crédit vont effectivement s'écrouler, c'est maintenant. Ça y est, elle arrive. C'est une affaire de quelques années. D'accord, mais on fait quoi concrètement, selon vous? Le fascisme et le nazisme, c'était deux mythologies qui voulaient concilier la communauté et la marchandise. La Gemeinschaft national-socialiste, la communauté du peuple italienne. C'est-à-dire que ce sont des mythes. On va concilier la communauté et la marchandise. Bon, c'est des impostures. Mais le gouvernement du spectacle mondial qui était au Patagone devait les liquider parce qu'ils représentaient quelque part encore un archaïsme. Le fascisme et le nazisme, c'est un capitalisme ultramoderne en termes technologiques, surtout l'Allemagne, mais qui dans ses formes sociales est encore archaïque. Et l'homme réifié de la marchandise américaine doit liquider ces formes archaïques. Un système monétaire, c'est soit la dictature de l'argent, soit la dictature politique illusoire pour contenir l'argent. C'est-à-dire, soit le capitalolibéralisme, soit un despotisme, ou un totalitarisme communiste ou fascisant. L'argent est roi dans un système monétaire. Chasser le naturel, il revient au galop. Il n'y a qu'une façon de renverser ce roi, c'est de sortir du système monétaire. Maintenant, l'antiracisme, c'est très simple. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une spécificité du prolétariat européen comme prolétariat communard. Les textes radicaux de 1844-1850, ils n'ont pas été produits à Bombay, à Tombouctou ou à Tokyo. C'est la matrice spécifique du prolétariat européen
suite à ce que je disais tout à l'heure, la rencontre des invasions germaniques avec la décadence de l'Empire romain, qu'a créé ce fond foncier et ontologique européen des communaux. Et donc en Europe, après 68, il s'est posé un problème radical, c'est que ces 10 millions de prolétaires radicaux, ces 10 millions de prolétaires radicaux qui ne voulaient pas reprendre le boulot, malgré la CGT, malgré la gauche, malgré les gauchistes, ont été un danger énorme. Donc le patronat a été circulé chez Pompidou en gymnastique successive pour dire on veut des immigrés. Parce que les immigrés viennent, alors bien évidemment le patronat ne parlait pas comme ça, mais il avait l'instinct du bâtiment, du rouage automobile. On va faire venir des gens qui viennent d'un continent au temps immobile, qui ne connaissent pas les luttes radicales, parce que le type qui arrivait de son bled très lointain, la commune de Paris, ça voulait rien dire, l'abolition du salariat, ça voulait rien dire, l'abolition de l'État, ça voulait rien dire. Donc pour que le prolétariat européen migre de sa propre conscience subversive radicale, il fallait simultanément un remplacement, et le mot de remplacement, il est chez Marx. Marx, dans le livre 1 du Capital, parle de l'armée de réserve du capital sur les surnuméraires et sur la surpopulation relative. Il dit il faut remplacer l'homme par la femme et il faut remplacer l'américain par 3 Chinois. C'est aussi le même problème pour le travail des femmes. Le travail des femmes n'est pas libératoire. Bon, il est peut-être libératoire pour une avocate du 6e arrondissement qui va gigoter narcissiquement au prétoire. Mais la nana qui était 12 heures par jour chez Moulinex, c'était pas émancipatoire. Par contre, pour l'appauvrissement de la classe ouvrière et pour la mise en marge de compléance à la baisse du taux de profit, la mise au travail des femmes a fait baisser le coût du travail. Un ouvrier dans les années 30, il vivait avec sa femme qui ne travaillait pas et 2 enfants et un salaire. Aujourd'hui, un ouvrier qui a 2 enfants et une femme, si la femme ne travaille pas, ils sont dans la misère. Parce qu'il y a une paupérisation relative continue par le capital. Le capital, pour prolétariser davantage, pour paupériser davantage, a eu besoin de l'immigration pour casser le coût du travail et casser la lutte des classes. Il va falloir, pour que les prolétaires immigrés de banlieue accèdent à la conscience radicale de l'abolition du salariat et de l'État, un certain nombre de temps. Dans les banlieues, il y a le mec qui trafique et il y a le mec qui veut réussir. Mais c'est très rare de rencontrer le mec qui veut la révolution sociale. Les immigrés sont des jaunes sur le plan économique et des noirs, c'est-à-dire des contre-révolutionnaires, sur le plan politique. La détermination historique, c'est le fait que ce qui est ne pouvait pas ne pas être, parce que chaque fois qu'un événement ou une manifestation surgit, elle est l'expression du développement nécessaire des forces productives de l'histoire. Les choses ne pourraient être autres que ce qu'elles sont fondamentalement. Ce qui est devait advenir, ce qui n'est pas arrivé ne devait pas avoir lieu. La Commune a été un lieu de fort conflit entre les blanquistes et les internationalistes qui étaient avec Marx. Je ne sais pas si vous le savez, mais à un moment donné, dans la Commune, il y a eu une scission et il y a eu la création d'un comité de salut public. La Commune perdait du terrain, les Versaillais arrivaient, et les blanquistes ont donc créé un comité de salut public en disant « si nous voulons gagner, il faut nous organiser ». Il faut nous organiser militairement, il faut nous organiser sécuritairement, il faut nous organiser stratégiquement. Et Marx disait, c'est le faux problème. La Commune va mourir. Pourquoi la Commune va mourir? Parce qu'on est dans une phase de développement du capital, on est dans une phase d'essor du capital, et le capital ne peut s'effondrer que quand il est au terme de sa décadence en domination réelle. Or, la Commune de Paris, on est en pleine ascension du capital. Même si les communards prenaient Paris, ils n'auront pas la campagne, ils n'auront pas Lyon, ils n'auront pas Strasbourg. Donc la Commune est structurellement déterminée par le développement des forces productives de l'histoire à échouer. Bien sûr, la Commune était vouée à l'échec. Mais les communards devaient-ils pour autant tendre la gorge aux Versaillais? Ils n'auraient peut-être pas fini aussi pitoyablement s'ils s'étaient organisés plus tôt. Pour rappel, la Commune de Paris a duré 2 mois et s'est soldée par 20 000 fusillés, 40 000 déportés. Et c'est pareil pour Barcelone 37, même si on peut avoir une affection particulière, Simone Veil, Orwell, les barricadiers auraient gagné Barcelone, ils auraient perdu Valence.
Parce qu'il y a un développement historique des nécessités de l'histoire. Et c'est pareil pour 68. 68, c'est 10 millions de prolétaires en mouvement qui font trembler l'appareil d'État. Mais 68, c'est le début de la crise. Le capital a encore un gigantesque essor. Donc on ne va pas contre l'histoire. On fait la révolution, on gagne la révolution, parce que la révolution est adéquate au moment historique de développement des forces productives contradictoires, aliénation, désaliénation. Une révolution se produit lorsque l'évolution des choses et celle des idées se rencontrent. La révolution est impossible tant que les choses et les hommes ne sont pas mûrs. Elle est inévitable lorsqu'ils le sont. Sans doute le triomphe de l'argent rend-il inconcevable pour beaucoup sa prochaine déchéance et l'avènement de l'égalité. Mais on n'est jamais aussi près de la chute que quand on a atteint le sommet. La virtualisation de la monnaie, c'est pour le système monétaire le début de la fin. 62, la France quitte l'Algérie. Émancipation politique. Et le prolo algérien de base, 63, 64, 65. C'est une imposture. Rosa Luxembourg dit c'est une imposture. Et Marx l'avait déjà, entre guillemets, préfiguré. C'est-à-dire que, alors c'est un truc qui n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Dès lors, quel intérêt de conseiller ce qui était impossible, au lieu de dire le possible et l'utile dans l'instant. Mais dans les années 60, en Algérie, il fallait dire « Ah bah la France, ah bah le FLN, vive la communauté humaine, prolétaires d'origine arabe, prolétaires d'origine berbère, prolétaires d'origine française, tous ensemble pour écraser le système. » Mais on nous a compartimentés dans des volets aliénatoires. C'est sûr qu'avec ça, ils auraient été bien avancés. Toute la dynamique historique se pose en 3 temps. Il y a l'en-soi, il y a le pour-soi, et il y a le pour-soi revenu à soi. L'en-soi, chez Marx, c'est la communauté primitive, le communisme organique du début. Mais ce communisme organique, il a un défaut majeur qui est lié à l'histoire objective de son contexte matériel, c'est qu'il est local. Les Sioux vivent dans le communisme, les Ponis vivent dans le communisme, les Cris vivent dans le communisme, mais quand les Cris rencontrent les Ponis, ils se fracassent le crâne. C'est un communisme qui n'est pas universel. Donc, au moment de la révolution néolithique, il va se mettre en marche un processus d'autonomisation des stocks agraires. Et ce stock, par le biais du troc, il va commencer à mettre en marche des relations entre les communautés. Et à partir d'un certain développement du troc, on va passer à l'échange. Ah, parce que le troc n'est pas de l'échange. L'échange, dans un premier temps, va avoir lieu de communauté à communauté. Mais dans un deuxième temps, par ricochet, il va rentrer dans la communauté, il va la dissoudre. Dans la communauté elle-même, on va se mettre à échanger. Et c'est ça qui a cassé la communauté. Le troc et sa logique font imploser la société en dépouillant chacun de ses paramètres de toute dimension sociale. Mais il fallait qu'elle soit cassée. Parce que s'il y a un seul et unique bon côté dans la marchandisation, c'est l'universalisation. Autrement dit, Francis Cousin applaudit à la destruction par le troc et la monnaie des petites communautés primitives qui constituaient le cadre de ce à quoi il aspire et qui seuls ont donné réalité à ses aspirations. Il félicite l'argent de nous entraîner dans le mondialisme qu'il appelle lui-même de ses voeux, croyant qu'un monde sans frontières, sans pays, sans peuple, comme si cela était possible, sera un cadre plus propice encore que le premier à l'harmonie. Détruire ce qui a fait ses preuves au nom de belles promesses qui n'ont jamais été tenues, c'est typique du marxisme. Pour la première fois dans l'histoire du monde, malgré toutes les horreurs du capital, l'homme universel, c'est-à-dire l'homme qui peut communiquer avec tous les autres hommes, est là, grâce au capital. C'est le seul effet positif du capital. Ça veut dire que demain, la révolution ne sera pas un retour à l'en-soi, à la communauté première. La révolution qui sera un pour-soi, de retour à la tripe de vraie jouissance humaine, va produire un pour-soi revenant à soi, c'est-à-dire une communauté non pas locale, mais universelle. Qui vous le dit? Comment? Qui vous le dit? Parce que c'est une obligation, parce que s'il n'y a pas cette communauté universelle, il y a toujours l'argent. Affirmation gratuite et fausse. Ce n'est pas parce qu'on échange et communique avec le monde entier que les peuples n'existent pas et que demain les hommes formeront une communauté universelle. Prôner l'abolition de l'argent au niveau mondial est le fait de ceux qui ignorent comment l'abolir au niveau national et se jettent ainsi dans une fuite en avant surréaliste. Non seulement une révolution mondiale n'est pas nécessaire, mais c'est en plus une vue de l'esprit. Elle n'est pas nécessaire, une révolution mondiale,
Parce qu'un pays qui abolirait la monnaie et anéantirait l'argent en son sein en adoptant un mode d'échange non monétaire, c'est-à-dire en faisant de la citoyenneté la condition pour accéder au marché, comme le prône le civisme, pourrait toujours échanger avec le reste du monde, sous le mode monétaire, soit en faisant du troc, soit en exportant, en vendant ses produits pour avoir de l'argent et payer ainsi ses importations. Et une révolution mondiale est une vue de l'esprit, parce qu'une révolution exige des conditions très particulières qu'un peuple remplit rarement et que tous les peuples ne peuvent remplir en même temps. Francis Cousin sera bien obligé d'en convenir par la suite, mais sans relever la contradiction. Monsieur est resté proudhonien. Il croit, parce qu'il n'est pas pénétré de la critique radicale du fétichisme de la marchandise, que l'argent est un moyen de circulation ou un étalon de valeur. La définition classique qui est reprise par Proudhon. Or, Marx, dans le chapitre sur le fétichisme de la marchandise, nous dit « Mais non, ça c'est la conception classique, statique et fausse. L'argent n'est pas un objet. L'argent, avant d'être cet étalon, ou cette mesure des valeurs et ce moyen d'échange, est d'abord une dialectique sociale d'aliénation. » En plus clair, en plus simple, en plus juste, l'argent est une croyance, la croyance que la notion de valeur marchande, qui vient du troc, est nécessaire pour échanger. C'est-à-dire que quand je me mets à échanger, quand je me mets à vendre, je ne vends pas simplement des produits, je vends ma vie à travers le processus d'aliénation qui fait qu'au lieu de produire pour la jouissance de mon satisfaire, je rentre dans un marché qui, à partir du moment où il commence, ne peut pas s'arrêter. Si vous voulez, je mets un projecteur et je vous montre dans la communauté néolithique le premier mec qui a échangé une défense d'éléphant contre 2 sacs de noisettes. Pour vous, c'est banal. Il y a déjà Wall Street là-dedans. Absolument d'accord sur ce point. La communauté universelle de demain sera une fédération de communes. L'universalité de la commune, pas indépendante, mais non, indépendante, ça veut rien dire. Si vous voulez, la communauté universelle est la préservation des identités profondes de la radicalité humaine. Grâce au communisme universel, on fera enfin un vrai camembert au lait fermier et on fera enfin une vraie sauce soja dans les îles japonaises. On ne va pas mélanger le camembert et le soja parce qu'on est dans une communauté universelle. On va au contraire développer toutes les identités de richesse archaïque qui ont été broyées par le capital, mais dans le cadre d'une dimension universelle avec des fédérations de communes. Et la fédération de communes, elle ignore l'échange parce qu'il y a une centralisation des besoins, il y a une centralisation des consommations, et tout s'organise, mais à un niveau anti-monétaire et anti-mercantile. En clair, le capitalo-mondialisme, ce n'est pas bien, mais le mondialo-communisme, ce sera formidable. La communauté sera universelle, mais locale, nationale, européenne, enfin, on ne sait pas trop. Ce n'est pas parce que le capitalisme donne au mot une acception particulière et dénature les concepts qu'il faut jeter, comme ici, le bébé avec l'eau du bain. Il peut y avoir une forme d'échange autre que monétaire, sans valeur marchande, sans l'argent, voire le civisme. Le collectivisme et la communauté des biens, vieille lune communiste, comment sans État, sont la solution simpliste et désastreuse, nécessairement tyrannique à grande échelle, de ceux qui ne font pas la distinction entre monnaie et moyen d'échange, et renoncent à ce dernier pour abolir la première. Sans la possibilité pour les citoyens de se répartir la production par l'exercice du droit d'accéder au marché via un moyen d'échange, la production ne peut en effet être répartie que par la collectivité, par l'État, dont le rôle est alors si grand que le régime devient liberticide et totalitaire par la force des choses. Ce n'est pas par hasard si toutes les expériences communistes, qu'elles aient ou non bousculé la monnaie, ont viré de la sorte. Elles centralisaient tout à l'extrême, par idéologie. Quoi qu'en dise Francis Cousin, c'est aussi vers cela, vers le totalitarisme, que tendrait ce qu'il préconise. La révolution sociale est le moment où le mouvement du capital ne peut plus produire la reproduction de sa production. Ça, c'est une réalité pour la totalité du capital, mais le capital n'est pas homogène. Le capital, dans ses territoires, est fragmenté, il est hétéroclite, il est diversifié. Donc, bien évidemment que ce mouvement-là aura lieu en premier lieu dans les grandes métropoles européennes, parce que ce sont les grandes métropoles européennes qui seront au carrefour de la baisse du taux de profit la plus intensive et en même temps du passé historique des luttes radicales les plus poussées.
N'y aurait-il pas là comme une contradiction? L'abolition de la monnaie devait soi-disant être mondiale, c'était un impératif, et on apprend que la révolution ne peut être que locale dans un premier temps, ce qui est évident, comme je le soutiens depuis le début. Mais la raison qui poussait à prôner l'abolition mondiale de la monnaie, à savoir la croyance en l'impossibilité, pour une portion de l'humanité ayant aboli la monnaie en son sein, d'avoir toujours des relations avec le reste du monde monétaire, cette raison ne disparaît pas, elle est occultée, ce qui donne lieu à un double discours. 1. La monnaie ne peut être abolie qu'au niveau mondial. 2. La révolution ne peut être que locale. Or, peu importe l'échelle de cette localité. Dès lors que la révolution n'est pas mondiale, se pose le problème pratique et philosophique susdit, que le marxisme ne sait comment surmonter et ne veut surtout pas aborder pour pouvoir continuer à débiner la nation, non par antinationalisme, mais pour des raisons doctrinaires prétendument dialectiques. Alors j'ai aucun mépris pour les ouvriers de Sao Paulo ou de Bombay, mais les ouvriers de Sao Paulo ou de Bombay, en termes de conscience historique de longue durée et en termes de contradiction, ça viendra plus tard. Il peut y avoir des luttes à Bombay ou à Sao Paulo aujourd'hui, mais le décisif, ce sera le continent européen. Donc, baratin mis à part, la révolution, l'abolition de la monnaie, l'abolition de l'argent ne sera pas mondiale. La communauté ne sera pas universelle. Elles seront nationales. CQFD. On ne peut pas faire la révolution avec des hommes imaginaires pour une humanité abstraite. Une révolution a besoin d'un peuple en état de la faire. Pas de révolution sans nation, pas de national sans social, pas de social sans société, pas de société hors égalité, pas d'égalité sous l'argent.